Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 août, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Installez-vous confortablement, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il a remporté la 8e étape du Tour du Portugal il y a à peine plus d'une semaine, une première dans l'histoire du cyclisme professionnel à Monaco, et il est actuellement en compétition pour le mythique Tour d'Espagne. Victor Langelotti sera avec nous juste après ce sommaire. En basket, la Roca Team a organisé une conférence de presse pour la présentation officielle de l'effectif qui s'est bien étoffé, ainsi que les objectifs de la saison. Nous parlerons de la Palermo Monte Carlo avec notre deuxième invité, le skipper Nicolas Béranger. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier dimanche dans la nuit, alors que d'autres participants sont encore en mer. Lui aussi est en mer, ou plus exactement dans le port Hercule, le bateau-bus qui passe d'un quai à l'autre pour vous faciliter la vie. Et enfin, une session de rattrapage pour ceux qui ne sont pas encore allés voir l'exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Christian Louboutin, exposition qui fermera ses portes ce dimanche. Mais avant cela, je vous l'ai dit, nous sommes avec un cycliste qui représente dignement la principauté, le monégasque Victor Langelotti. Il est dans le club cycliste de Monaco depuis ses 12 ans et il en a 27. C'est sa 5e année chez les professionnels, toujours avec Burgos BH. Victor Langelotti, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble alors que vous participez à la Vuelta, le Tour d'Espagne. On vous a attrapé là pendant le peu de repos que vous avez. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Ça n'était pas prévu pour vous de faire la Vuelta. Vous l'avez su au dernier moment. Racontez-nous. Non, c'est ça, j'étais pas prévu. Et malheureusement, j'ai un coéquipier qui a été testé positif à la Covid-19. Et voilà, il a fallu le remplacer en dernière minute, parce que les tests ont eu lieu la veille du départ. Et du coup, jeudi, j'ai reçu un coup de fil comme quoi, vite, 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 fallait faire la valise et partir aux Pays-Bas où avait lieu le départ de la Vuelta. Vous courez là pour Burgos BH et il y a à peine plus d'une semaine, vous avez été le vainqueur de la 8e étape du Tour du Portugal. C'est historique chez les professionnels pour un coureur monégasque. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que Burgos n'avait pas remporté une étape comme ça. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti. Non, c'était une très forte émotion. Donc, déjà, c'était ma première victoire professionnelle. Donc, c'est toujours quelque chose de très particulier. On en rêve assez souvent. On espère que ça arrive le plus vite possible. Donc, voilà, c'était vraiment une très, très grosse joie. Et oui, et en plus de ça, ça faisait 3 ans que l'équipe n'avait pas gagné. Donc, pour une équipe professionnelle, c'est très long. C'est beaucoup trop long. Et du coup, non, pour l'équipe entière, c'est une vraie libération, une vraie joie de tout le monde, partagée par le staff, partagée par les coureurs. Enfin, c'était vraiment les sponsors aussi. Enfin, c'était vraiment super. Là, nous sommes sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. C'est quand même mythique. Qu'est-ce que ça vous fait d'y participer? Mais là, justement, ouais, c'est ça. C'est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment le très, très haut niveau. Ça se rapporte au Tour de France. Donc, c'est le plus haut niveau mondial. Et du coup, c'est pareil. En plus, c'était inattendu. Donc, c'est encore plus une joie, une fierté d'être ici. Et je suis tellement heureux d'être là. Ben oui, oui, j'imagine. Vous êtes dans quel état physiquement, puisque vous étiez sur le Tour du Portugal il y a quelques jours à peine, et puis maintenant, là, le Tour d'Espagne, vous vous sentez comment? Là, les premiers jours ont été pas trop difficiles, donc ça va, mais c'est vrai que l'enchaînement de deux courses comme ça, qui sont des courses à étapes assez longues, le Tour du Portugal, c'était sur 12 jours. Donc j'ai eu que 3 jours de repos entre les deux courses, donc normalement ça se fait pas trop, mais pour l'instant ça va. On va voir sur la suite du Tour d'Espagne comment ça va se passer. Peut-être que la dernière semaine sera compliquée. Quels sont vos objectifs, ou en tout cas vos missions, votre rôle là pour ce tour au sein de Burgos BH? Là, dans l'équipe, j'ai un rôle, disons, d'équipier. Il faut que j'aide mes leaders le mieux possible. Après, c'est pas impossible que sur certaines étapes, je puisse jouer ma carte en me glissant dans des échappées ou voilà, ou certains jours, si le parcours me convient, pourquoi pas jouer ma carte. Après, là, vraiment, je vis un rêve éveillé. Donc, ne serait-ce pour moi, ne serait-ce que d'arriver à Madrid, je serais déjà très, très heureux. Je me trompe peut-être, mais enfin, je ne crois pas, parce que là, vous le dites, c'est un rêve éveillé. Mais j'ai le sentiment que c'est votre année en termes de cyclisme. Comment vous expliquez ça? Après tant d'années, enfin, le travail commence à payer. Et c'est vrai que là, moi, depuis, disons, une semaine, depuis la victoire autour du Portugal, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui commence à... Tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne, tout commence à changer et ça fait un bien fou. Mais non, le travail, il n'y a pas de... enfin, il y a vraiment il y a aucun secret. Je le travaille et après, voilà, saisir les opportunités. Donc là, peut-être je suis dans une bonne phase, donc j'espère que ça va continuer. Et que vous allez peut-être rentrer comme ça encore plus dans l'histoire du cyclisme monégasque, avec peut-être une étape. Vous y rêvez, ça? Vous y pensez?
On y rêve, oui. Je pense que n'importe quel sportif, enfin, n'importe quel coureur professionnel ou sportif de haut niveau rêve toujours de gagner. Enfin, d'après moi, si on ne pense pas à gagner, alors même si ça peut paraître irréalisable, mais il faut rêver de gagner, sans quoi il n'y a aucun intérêt à prendre le départ. Victor Langelotti, je le rappelle, vous participez au Tour d'Espagne, la 77e édition. Le départ a eu lieu le 19 août et l'arrivée se déroulera le 11 septembre à Madrid. On suivra ça de près. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Hier soir, nous parlions de la rentrée des joueurs de l'AS Monaco Basket qui ont passé leurs tests médicaux et aujourd'hui le club a organisé sa traditionnelle conférence de presse d'avant-saison. L'occasion de faire le point sur l'évolution de l'équipe et afficher fièrement ses ambitions. Reportage Yannick Debever et Alix Avial. C'est dans l'atrium du casino de Monte-Carlo que la Rocca Team a donné rendez-vous à la presse ce mardi midi. Un événement attendu après toutes les signatures annoncées cet été. Entre prolongation de joueurs cadres comme Mike James, Ouattara ou Motié Younas et des arrivées de gros CV comme Adrien Moerman, Jordan Lloyd et Eli Okobo, la Rocca Team confirme qu'elle est bel et bien installée dans les hautes sphères du basketball européen. I think if we all come together, there's going to be games where we have to finish together or some people might not finish the game. But if we have the right mindset and positivity about it, I think we're going to be a hell of a team, hell of a dynamic. You know, it's going to be tough for other teams to guard us, so we'll use that to our advantage. Le manager général Oleksiy Efimov a indiqué qu'il ne fallait pas s'attendre à de nouveaux recrutements d'ici la fin de l'été. L'équipe est au complet, donc un effectif XXL avec 12 joueurs de classe mondiale venus pour gagner. Même si j'ai 34 ans, je suis là pour gagner, j'ai soif de titre encore. Et j'espère en apporter toute mon expérience et toutes mes qualités sur le terrain pour réussir cette saison et rapporter voilà, ces titres-là qui manquent à Monaco. L'autre chantier important de l'été, c'est celui de la salle Gaston Médecin. Rénovée et agrandie, elle pourra accueillir jusqu'à 4600 personnes. Un symbole supplémentaire de la progression du club qui souhaite à terme devenir membre permanent de l'Euroleague. It will be crucial to show and to prove that due to the fact that AS Monaco is participating in EuroLeague, the league itself, as well as the other clubs, will benefit. So it means that because of AS Monaco, the revenues of EuroLeague will be increased, visibility. L'ambition est plus que jamais le mot-clé de l'AS Monaco Basket cette saison. Objectif, faire mieux que l'année dernière, ce qui signifie gagner la Betclic Elite et atteindre le Final Four d'Euroleague. Tout un programme. Et si on parlait de basket féminin avec le MBA qui évolue pour la première fois cette saison en Ligue 2, eh bien sachez que le Monaco Basket Association organise pour les équipes féminines mineures allant des catégories U7 à U15 un stage jeune de début de saison toute la semaine prochaine au gymnase de l'Annonciade. Si vous voulez que votre fille fasse du basket et participe à ce stage, vous pouvez composer le 06 87 15 87 14. Passons à notre deuxième invité. Nous sommes avec le vainqueur en temps réel de la Palermo Monte-Carlo, autrement dit celui qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Après avoir parcouru les 480 000 nautiques, Nicolas Béranger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le skipper du Lady First 3, vous avez quitté la Sicile le 19 août, comme tout le monde, mais vous êtes arrivé en premier. Ça a l'air de s'être bien passé pour vous. Racontez-nous votre régate. Alors ça s'est très bien passé, quasiment parfaitement, sauf à la fin. C'était une belle après-midi pour partir de Palerme vendredi dernier. Il faisait beau, il y avait du vent, on a eu des conditions assez musclées sur la première partie. Vous avez subi la tempête corse? Une première nuit assez tonique pour les équipages. Je sais que certains équipages ont eu quelques orages dans la partie est de la flotte, mais pour nous, en tout cas pour la tête de la flotte, on n'a pas eu ce problème-là. Et on est arrivé donc on est passé à Porto Cervo le deuxième jour de course, si ma mémoire est bonne, le deuxième soir, après 28 heures de course. Et ensuite, on est passé au milieu de l'archipel de la Maddalena. C'est assez joli à naviguer de nuit en plus, c'est assez magique. Et puis, on a échappé aux aléas de la côte corse pour remonter jusqu'à Monaco. On a fait une belle traversée entre Corse et continent avec du vent qui nous a poussé dans le bon sens. Ça nous a permis d'accélérer. Et malheureusement, les pièges monégasques se sont refermés face à nous à 25 000 de l'arrivée. On a eu une zone sans vent, un peu comme aujourd'hui, là, avec un orage en arrière-pays qui est revenu sur la mer.
Donc on a eu du mal à finir la course, mais on a réussi à rester devant nos adversaires qui étaient relativement loin derrière à ce moment-là. Ils sont revenus avec le vent par l'arrière, on est à redémarrer en début de nuit, et puis on est arrivé vers 11h ou minuit hier soir à Monaco. Vous connaissez votre temps ? On a fait de mémoire 58 heures de course à peu près. Ah ben, je vais vous le dire exactement, hein, c'est 2 jours, 23 heures, 47 minutes et 6 secondes. Qu'allez-vous retenir de cette 17e édition de la Palermo Monte Carlo ? Alors, il y a beaucoup de choses à retenir d'une régate aussi belle, hein. Déjà, la chose qu'on retient, enfin que j'ai l'habitude de retenir ici à Monaco, c'est pas une surprise, mais c'est l'accueil au Yacht Club de Monaco. À chaque fois qu'on vient au Yacht Club, on a l'impression d'être toujours les plus bienvenus, hein. Chaque personne qui arrive ici est accueillie, je ne vais pas dire tel le Messie, mais c'est toujours un vrai plaisir d'arriver à Monaco. Ensuite, il y a toutes les images, les lumières méditerranéennes, hein, ces couchers de soleil, ces levées de soleil. On a eu un lever de soleil magnifique hier matin. Tous ces moments de course, ces moments de partage avec l'équipage aussi. Les moments vraiment plaisants où on a bien rigolé, où ça parlait beaucoup à bord. Et puis ces moments difficiles sur la fin où c'était un petit peu stressant. Ça reste des moments agréables parce que c'est du partage, de l'humain, et c'est des choses qu'on va rechercher quand c'est un peu les ingrédients qui font la beauté de notre sport. Quelle importance revêt ce rendez-vous pour vous ? Moi particulièrement, j'aime gagner à Monaco, et là on gagne en temps réel, mais on ne gagne pas en temps compensé, donc c'est partagé entre grand plaisir, satisfaction et un peu frustration. Mais c'est sans être la Coupe de l'América, sans être un Vendée Globe, ça reste une régate importante tout au cours de l'année, tout au cours du programme. Donc on a beaucoup d'attention à préparer cette régate correctement, et puis beaucoup de plaisir quand on repart avec le meilleur résultat. Votre calendrier à présent, quels sont vos prochains projets ? L'événement phare à la fin de la saison, c'est la Middle Series qui part de Malte et qui fait le tour de la Sicile et qui revient à Malte. C'est l'événement majeur, et puis ensuite on va repréparer les années suivantes, la saison prochaine qui est plus sur les côtes anglaises, parce qu'il y a le Fastnet à faire l'année prochaine. Et voilà, mais on est principalement la suite, c'est d'aller à Malte. Nicolas Béranger, je le rappelle, vous êtes arrivé en premier à Monaco après 2 jours, 23 heures, 47 minutes, et il ne faut pas les oublier, les 6 secondes. Ouais. Vous êtes donc vainqueur de cette Palermo Monte Carlo en temps réel. En ce qui concerne le temps compensé, nous aurons les résultats mercredi quand la compétition sera officiellement terminée. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, bonne fin de journée. Souvent plébiscité par les touristes, il est aussi utilisé par les résidents et travailleurs de la Principauté. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui le bateau-bus, son fonctionnement et qui se cache derrière ce transport original proposé en plein cœur de Monaco. Le reportage d'Alexandra Pani et Julien Laugier. Il effectue 72 traversées dans le port de Monaco chaque jour. Le bateau-bus ne passe pas inaperçu avec sa coque rouge. Toute l'année, il propose une liaison entre le quai Antoine Ier et le quai des États-Unis de moins de 5 minutes aux résidents comme aux touristes de passage en Principauté, de 8h à 19h50 sans interruption. On retrouve bien évidemment la clientèle touristique et la clientèle des bateaux de croisière, puisque initialement le bateau-bus avait été mis du fait qu'on débarquait de nombreux croisiéristes sur la zone des pêcheurs et qu'ils étaient désespérés parce que pour trouver un bus, il fallait aller jusqu'au virage de la Rascasse. Nous avons une clientèle locale qui est assez régulière, qui est fidèle, mais on a une clientèle locale qui est chaque fois nouvelle. Chaque semaine, j'ai plaisir d'avoir quelqu'un de Monaco qui me dit « Enfin, j'ai pris ce bateau-bus. Quel instant de plaisir que de traverser le port !» Une traversée qui nous coupe l'espace d'un instant de l'agitation urbaine. Et ses moteurs alimentés grâce à l'énergie solaire restent assez silencieux. L'idée de proposer cette navette est née il y a tout juste 15 ans et depuis, elle a su séduire le plus grand nombre. Le bateau-bus, il est opérationnel tous les jours. Il ne s'arrête que pour le Grand Prix de Monaco, puisqu'il est impossible d'amener de la clientèle à la chicane, donc c'est-à-dire 4 jours. Et il s'arrête pour le Monaco Yacht Show la semaine. La traversée est au même tarif que les bus urbains, soit 2 €, et une correspondance avec les bus de la ville est gratuite dans les 30 minutes. Quant aux détenteurs d'un abonnement de la compagnie des autobus de Monaco, ils peuvent évidemment utiliser leur carte pour chacun de leurs trajets.
Pour l'heure, seule la liaison au sein du port Hercule est disponible, mais à l'avenir, pourquoi pas envisager une triple liaison, port de Fontvieille, port de Monaco et futur port de Maréterra, affaire à suivre. Et on rappelle qu'il est en service tout au long de l'année. On ne peut pas s'y rendre en bateau-bus, mais ça vaut quand même le détour. Si vous ne l'avez pas encore visité, allez-y. Je veux parler de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à l'univers du créateur Christian Louboutin. Voyez ce reportage réalisé pendant la visite de presse. Après Paris, il y a 2 ans, Christian Louboutin propose un chapitre 2 à cette exposition qui se veut itinérante. Son nom, l'exhibitionniste, le créateur de souliers qui s'arrache dans le monde entier par les plus grandes stars, se met à nu, ou du moins son imaginaire, à travers 14 salles sur 2000 m², une exposition qui n'est pas uniquement consacrée aux chaussures. Il y a des centaines de souliers, il y a des centaines d'œuvres, de photographies, de films. C'est une exposition extrêmement généreuse où on rentre vraiment, on plonge dans un univers. La scénographie est particulièrement léchée, féerique même, entre classicisme et ultramodernisme. Chaque salle est un univers différent. Même s'il y a eu un premier chapitre à Paris, cette exposition au Grimaldi Forum se veut inédite. C'est une exposition où Christian Louboutin, qui adore la Riviera, qui adore la Principauté de Monaco, a essayé d'amener toutes ces sources d'inspiration purement monégasques. Et donc il y a au-delà des collectionneurs et des musées qui ont prêté pour cette exposition, musée parisien, le musée des Arts Déco, le Victoria Albert Museum, le musée de la porcelaine de Sèvres, il y a également des prêts incroyables et très intéressants qui amènent cette touche particulière du musée océanographique, des collections du nouveau musée national. Et ça, c'est vraiment la chose intéressante. Les liens avec la principauté sont forts et par un concours de circonstances, une princesse a contribué au développement de la marque Louboutin à ses débuts. Quand il est tout jeune créateur, sa première boutique, passage du Rododard, rue Jean-Jacques Rousseau, par hasard, une femme d'une allure incroyable rentre, commence à essayer des souliers. Une journaliste américaine se trouve là, se dit « Mais mon Dieu, déjà Christian Louboutin a la princesse Caroline comme cliente ». Et voilà, donc c'est aussi une exposition qui se tisse avec beaucoup d'amitié, de choses, d'affinité artistique, de générosité, de complicité. Et ce caractère très joyeux, je pense, ne fait pas de mal dans notre époque contemporaine. Christian Louboutin, l'exhibitionniste, chapitre 2 à découvrir au Grimaldi Forum de ce samedi et ce jusqu'au 28 août. Et oui, vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir ou redécouvrir cette exposition au Grimaldi Forum. Et avant de refermer cette édition, on jette un coup d'œil aux prévisions météo de ce mercredi. Avec vous, Alexandra Pani, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le ciel sera quelque peu voilé pour cette journée de mercredi. Les températures seront toutefois encore bien élevées. Il faudra compter entre 23 et 29 degrés. Du côté des plages, l'eau est toujours à 26 degrés. Et en ce 24 août, nous fêterons les Barthélemy. Et oui, le 24 août, une date tristement célèbre pour justement le massacre de la Saint-Barthélemy, des catholiques qui ont exécuté les protestants juste après le mariage à Paris du futur roi Henri IV et de Marguerite de France en 1572. Delirious, voici le nom d'un spectacle assez délirant sur l'esplanade du Grimaldi Forum, un cabaret de cirque du 26 août au 4 septembre. Ce sont les photos du jour de Michael Alesi. Nous consacrerons d'ailleurs dans la semaine un reportage sur ce show circassien. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée. Au revoir.